vraie voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. À chaque soir, sa grande thématique. Voilà. Le mercredi, prenez ce rendez-vous pendant tout l'été. Nous parlerons de ceux qui entreprennent, les vraies voix qui entreprennent. Et parmi les différents challenges qui leur sont proposés, il y a la décarbonation. C'est le premier thème que nous allons développer avec nos invités. Dominique Chargé, qui est président de la coopération agricole. Bonsoir Dominique Chargé. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons Yves Noireau, directeur général de la fonderie de Souglan et gagnant du prix Étienne Marcel. Combien d'années la fonderie de Souglan ? 480. Pardon, j'ai répondu à votre place. Parce qu'elle est comme ça, Judith, si vous voulez, cher Yves Noireau. Non, mais j'aime tellement cette idée d'avoir 480 ans, une entreprise de 480 ans, vous vous rendez compte ? Bon, merci à vous deux. On a bien compris avec ce que vous représentez que l'enjeu de la décarbonation est pour vous importante. Nous aurons aussi d'autres invités tout à l'heure. Nous avons aussi Sophie Bussière. Sophie Bussière est déjà là, mais c'est magnifique. La connexion est faite avec la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Ça vous parle, la décarbonation, n'est-ce pas, Sophie Bussière ? Bonsoir. Bonsoir, oui, tout à fait. Alors, chers invités, on va commencer par vous, Dominique Chargé, sur la décarbonation. Vous venez d'adhérer il y a quelque temps, il y a 6 mois précisément, à France Carbon Agri, dans l'idée aussi d'accompagner les agriculteurs en fait dans la réduction de leurs émissions et l'accroissement de leur capacité de stockage de carbone. C'est bien ça ? Absolument. C'était l'idée de France Carbon Agri, c'est pouvoir finalement identifier, recenser, comptabiliser l'ensemble des évitements finalement de production de carbone qui sont faites par les agriculteurs, l'ensemble des captations qui sont faites par les haies, par les prairies, et de pouvoir le rapporter à travers la compensation qu'ils vont pouvoir générer chez des acteurs qui, eux, vont devoir acheter du carbone évité et du carbone capté pour pouvoir compenser leurs émissions, comme Air France, comme tous les utilisateurs que l'on a aujourd'hui d'énergie qui resteront des énergies fossiles. Et cette décarbonation, elle relève quand même de la responsabilité de tous les acteurs économiques de la chaîne, par exemple les producteurs, les industriels, les distributeurs, et évidemment les consommateurs. Alors la particularité du modèle coopératif que je représente, c'est d'abord que c'est un modèle qui s'inscrit sur toute la chaîne alimentaire. Moi je suis un agriculteur, je suis un agriculteur éleveur. Quand un agriculteur a une coopérative, ça veut dire qu'il fonctionne comment économiquement alors ? Ça veut dire que je suis agriculteur. Et que l'agriculteur est adhérent, l'agriculteur non exploitation est adhérent d'une coopérative, c'est-à-dire d'une entreprise collective. Donc vous pouvez mutualiser pour nous mutualisons, c'est une entreprise de territoire. Cette entreprise de territoire, elle sert à quoi ? Elle sert à approvisionner mon exploitation dans les différents intrants dont j'ai besoin. Elle me délivre évidemment aussi du conseil. Et puis ensuite, elle collecte et elle transforme la production de mon exploitation. Et elle la commercialise dans les différentes productions ou en tout cas alimentations que vous retrouvez dans mon magasin. Ce qui est important de comprendre, c'est que la coopération agricole représente plus de 2000 entreprises sur le territoire français. Vous êtes donc un interlocuteur privilégié pour ce programme de décarbonation. Absolument. Voilà. Et nous sommes concernés sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire depuis l'exploitation agricole, avec ce que je vous disais tout à l'heure, la captation du carbone dans nos prairies, dans nos haies, et jusqu'aux émissions la décarbonation que nous devons faire aussi sur nos chaînes de production dans nos entreprises, que ce soit les entreprises laitières, des entreprises de production de sucre, ou toutes les entreprises qui sont consommatrices d'énergie fossile. Bien sûr. Yves Noireau, vous qui êtes à la tête de la fonderie Souglan, je le dis quand même pour les auditeurs, je le redis, les fonderies de Souglan, elles ont vu le jour en 1543 à Saint-Michel, donc c'est 480 ans de savoir-faire. La décarbonation, on imagine que c'est totalement un sujet pour vous également, surtout dans le type parce que vous maniez beaucoup de produits chimiques, parce que vous ne faites pas que de la fonderie, justement aussi, Yves Noireau. Alors, la fonderie, l'enjeu de la décarbonation, on est énergivore, donc objectif, produire responsable. Produire responsable, c'est produire moins. Produire moins, c'est mettre en place un service R&D, par exemple, pour permettre aux clients d'avoir des pièces qui durent plus longtemps. D'accord. Donc des pièces qui durent plus longtemps. Ça veut dire une perte de revenus aussi. Oui, mais on en a de plus en plus de clients de ce type. D'accord. Donc si vous voulez, on est là dans un cercle vertueux qui est d'autant plus vertueux qu'on pratique l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on refond les pièces que l'on a déjà fabriquées 1 an, 2 ans, 3 ans avant à nos clients. Principe de la récupération. De la récupération, et donc cette économie circulaire fait que, associée à la production responsable, fait qu'on produit moins. On est énergivore puisqu'on a des fours qui puis vous faites beaucoup de combustion d'énergie, etc. Exactement. Ça va inspirer Sophie Bussière, je pense. Sophie Bussière.
Europe Écologie Les Verts, vous êtes porte-parole. Déjà, sur le point de vue des agriculteurs, vous mettez souvent la pression quand même sur les agriculteurs. Pour qu'ils produisent moins, etc. Europe Écologie Les Verts. Alors, ce ne sont pas les écologistes qui mettons la pression sur les agriculteurs. Souvent, dans le débat public, on le voit en ce moment, qui est très violent, on oppose les gens. C'est un consensus scientifique. Le secteur agricole émet beaucoup de gaz à effet de serre et il faut de toute façon, et monsieur vient de l'indiquer, changer les choses. Donc, ce n'est pas les écologistes qui mettons la pression, ce sont les faits. Il va falloir de toute façon, de façon générale, que ce soit dans le secteur agricole ou en dehors, atteindre une neutralité carbone, parce que sinon nous n'allons pas respecter les accords de Paris. Et on disait autrefois, c'est pour les générations futures. Moi, je rajoute maintenant, pour les générations présentes. On l'a bien vu l'été dernier, les grands feux, la sécheresse, on voit les tensions sur l'eau, on voit plein de choses, de bouleversements climatiques. Donc, c'est, j'allais dire, un consensus scientifique. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Et je vois qu'il y a déjà des solutions qui sont esquissées et je m'en réjouis. Oui, ça c'est plutôt positif. Dominique Chargé, justement, quand vous écoutez ces idées évidemment, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup à l'agriculture, qu'il faut produire moins. Il faut aussi installer plus de haies, d'agroforesterie, etc., de manière à créer moins de CO2, tout simplement. Quelles sont les solutions concrètes, finalement ? L'enjeu, c'est de décarboner. Donc, c'est de produire moins d'émissions de gaz à effet de serre et de se mettre en capacité d'en absorber le maximum. Si la seule solution, c'est de produire moins et d'importer l'alimentation que nous consommons, ça ne me paraît pas être la bonne solution. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous disons que l'important, c'est de décarboner nos filières, c'est de mettre en œuvre les transitions écologiques dans nos filières, mais ça n'est pas de produire moins pour importer. Je vais vous citer quelques exemples. Depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, nous importons la moitié. Nous étions autosuffisants en l'an 2000 en production de poulets. Aujourd'hui, nous importons la moitié des poulets que nous consommons. Vous dites que les agriculteurs français sont obligés de faire des concessions que d'autres ne font pas. Voilà. C'est ce que vous dites. Nous faisons des concessions. Nous avons des méthodes de production, des pratiques, des réglementations qui parfois nous contraignent à ne pas pouvoir produire ce que nous importons. Donc ça n'est pas acceptable. On vit ça dans différentes filières. Nous importons un peu plus de la moitié des légumes et la moitié des fruits que nous consommons. Et de plus en plus... Alors que nous pourrions être autonomes. Nous pourrions mettre en œuvre des méthodes de production en France, et nous en avons, qui parfois ne sont pas acceptées sur le plan réglementaire, qui sont des solutions qui décarbonent et qui sont tout à fait... et que nous importons d'ailleurs parfois de d'autres... Alors je vais vous citer un exemple qui vient quand même d'être annulé, c'est que les producteurs de tomates, par exemple, bio, qui produisent sous serre avec des méthodes décarbonées de production de chaleur par de la méthanisation, par exemple, ne pouvaient pas commercialiser leurs tomates avant le mois de mai, parce que, soi-disant, qu'on ne peut pas produire de tomates avant le mois de mai, alors qu'on importait ces mêmes tomates de territoires comme la Belgique ou de l'Espagne. Et donc, ça vient d'être annulé, heureusement. Qui sont Union Européenne. Voilà. Et qui ne sont pas dans les mêmes dispositions. Et nous sommes en distorsion de concurrence, qu'on appelle, avec ces pays-là. Et j'ai plein d'exemples. C'est ce qui se passe aujourd'hui exactement sur le secteur de la viande bovine, où nous sommes en France en train de diminuer notre production et où nous constatons une augmentation des importations, puisque, par exemple, en 2022... l'importation de viande bovine que nous consommons a augmenté de 23%. Oui, Sophie Bussière, je rappelle que vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Et quand on écoute Dominique Chargé, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même une dichotomie dans les messages. Alors c'est complexe, effectivement. Alors je partage ses propos lorsqu'il dit que l'importation est catastrophique. C'est à la fois catastrophique pour nos agricultrices et agriculteurs. C'est catastrophique aussi d'un point de vue climatique, puisque ça rajoute du transport. Et le transport est également un secteur qui est très émetteur de gaz à effet de serre. C'est catastrophique pour la santé, puisque là, il parlait de poulet, mais le poulet qui est importé avec des normes qui ne sont pas les normes françaises européennes, c'est catastrophique, puis c'est pas bon. On ne parle jamais aussi de qualité gustative, etc. Donc, ce n'est pas la solution. Par contre, je ne partage pas forcément ces solutions, ce qu'il propose. Effectivement, produire des tomates toute l'année sous serre en hiver, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je crois qu'une des solutions et le bon échelon pour lutter, c'est au niveau de l'Union européenne, effectivement, puisque les règles, donc en matière d'agriculture ou autre, viennent de l'Union européenne notamment. Et j'allais dire, tout ce qu'on a dans notre assiette dépend notamment de Bruxelles. Et à ce sujet, la réforme récente de la PAC n'a pas été satisfaisante d'un point de vue écologique, loin de là. Bon, restez bien avec nous, vous l'avez compris, auditeurs de Sud Radio. On marque une respiration avec nos 3 invités et on revient sur la décarbonation, sujet important. Yves
Yves Noireau est là pour la fonderie de Souglan, Dominique Chargé, président de la coopération agricole, et puis pour Europe Écologie Les Verts, le porte-parole Sophie Bussière. À tout de suite. Vous êtes bien sur Sud Radio, chers auditeurs, et c'est le retour des vraies voix qui entreprennent. On passe à un nouveau sujet, un sujet important, toujours sur l'agriculture évidemment, et sur l'attractivité des métiers, mais pas que dans l'agriculture, pour le coup, de manière un peu plus large. Dominique Chargé est avec nous, président de la coopération agricole. Yves Noireau, directeur général de la fonderie de Souglan et gagnant du prix Étienne Marcel. Sophie Bussière, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Et puis nous accueillons également Olivier Morin. Bonjour Olivier Morin, vous êtes éleveur de brebis basco-béarnaises et de porc noir gascon à Assaps. Alors j'ai du mal à le dire. Assasp, Arros, en Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Olivier Morin. Oui, bonjour à tous. Donc dans le Béarn, plus précisément, Assasp, Arros. Merci pour la précision. Alors justement sur cette attractivité des métiers, je pense que c'est un sujet qui vous concerne tous les deux, messieurs, Dominique Chargé et Yves Noireau. Il faut déployer des leviers d'attractivité, d'amélioration des conditions de travail en fait dans vos deux secteurs pour favoriser la qualité de vie et puis pour donner envie. Yves Noireau, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, notre modèle économique, il est basé sur un triptyque. Oui. Fabriquer français, innover, protéger la planète. Et donc on suit ce triptyque en permanence. On vient de passer depuis 1 an à la semaine de 4 jours. Oui. Entreprise énergivore. Combien d'heures 4 jours? C'est 32 heures? Les 35 heures. Les 35, mais en 4 jours. Mais en 4 jours. Donc, ça a 2 intérêts et 2 bénéfices. Un premier, bien entendu, sur le plan économique, nos fours ne sont pas en activité pendant une journée. Et puis en termes d'attractivité, un jeune, vous lui dites, chez nous on fabrique français, on innove, on protège la planète, et en plus tu bosses que 4 jours. Ça lui donne du sens. Je peux vous dire que ça lui parle, et ça lui parle fort. Et vous n'avez pas de problème de recrutement du coup? On a des candidatures spontanées que peut-être une bibliothèque, que peut-être bien de beaucoup plus grosses entreprises que la nôtre. Vous serez fier d'avoir. Ouais. Alors je rappelle quand même que la fonderie de Souglan que vous dirigez, Yves Noireau, elle a gagné le prix Étienne Marcel qui récompense quand même les TPE et PME indépendantes qui concilient performance économique et engagement responsable. Donc finalement c'est aussi ça qui crée votre entreprise attractive. Et puis aussi votre savoir-faire qui a plus de 480 ans, on l'a dit tout à l'heure. Alors la RSE, en fait, nous, on l'intègre pas. On est RSE. Oui. C'est-à-dire, depuis le départ, notre mode de raisonnement, notre mode de fonctionnement est basé sur l'industrie verte. Quand on entend parler aujourd'hui d'industrie verte, on part d'une conviction, c'est que l'industrie, elle sera sociale et verte ou elle ne sera pas. Bien sûr. Et ça, c'est une conviction, on le partage, c'est une culture, c'est quelque chose que l'on diffuse en permanence, et c'est ce qui nous permet à la fois d'attirer des clients et d'attirer des talents. Olivier Morin, le Béarnais donc. Attention. En Béarn, nous sommes attachés à ces valeurs, de toute façon. C'est important, donner un sens à ce qu'on fait. Exactement. Alors c'est vrai que quand j'entends ce que je viens d'entendre, ça va pas vraiment nous rendre service, parce qu'en termes d'attractivité, c'est vrai qu'on est un peu aux antipodes. Je m'explique. Pour laquelle raison, c'est que moi je suis berger, je suis sur un système transhumant, on pratique la transhumance, un système pastoral où on travaille avec les animaux et il faut c'est l'élevage, c'est comme ça, c'est des heures et des heures de travail. Et effectivement, se moderniser, pour nous, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On ne peut pas automatiser à outrance. Et la présence, je dirais, de l'homme pour faire le travail, il est très important. D'autant plus que aujourd'hui, nos systèmes de plein air, d'élevage, sont de plus en plus confrontés à des problèmes tels que la prédation, où on doit de plus en plus passer de temps et rester auprès des troupeaux. Donc pour ça, on fait appel à des salariés. Mais c'est vrai que là, on n'est plus, on sort des clous, quoi. On n'est pas à 32 heures. Donc, on a des métiers qui attirent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes qui sont attirés par ce métier pour le sens et pour les valeurs qu'a cet élevage vertueux.
Mais à côté de ça, c'est vrai que ça va être compliqué pour nous sur la durée d'arriver à fidéliser des salariés justement pour travailler dans des conditions comme on travaille aujourd'hui. Dominique Chargé, justement sur cette attractivité, comment est-ce qu'on fait pour rendre meilleur, pour donner plus d'attractivité à ces métiers justement d'élevage, de berger, etc. Et dans le contexte que vient de nous souligner Olivier Morin. On fait le plus beau métier du monde. C'est celui de nourrir les populations qui nous entourent. Celui d'être des acteurs de territoire, d'être ancrés sur les territoires. Nous aussi, finalement, on est historique. Je ne saurais pas dire plusieurs milliers d'années, mais depuis toujours. 480, beaucoup plus. Simplement, aujourd'hui, moi, j'observe plusieurs phénomènes. Le premier, c'est qu'effectivement, on va avoir un renouvellement de génération qui arrive devant nous, d'agriculteurs, où on a pratiquement un agriculteur sur deux qui va partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Donc, on a effectivement un problème de renouvellement et un problème d'attractivité, c'est-à-dire que nous n'avons plus aujourd'hui les vocations pour venir en exploitation. Pourquoi ? Moi, je pense que le premier phénomène, c'est un peu celui dont je parlais tout à l'heure, c'est celui d'avoir un contexte de stigmatisation de notre métier sur un tas de sujets. Ça évolue, ça, quand même. Oui, ça reste quand même extrêmement fort en termes de pression sur les agriculteurs. Le deuxième, c'est celui de la rémunération, parce qu'aujourd'hui, il faut évidemment faire le lien entre la rémunération de la production agricole qui fait la rémunération de l'agriculteur et le prix de notre alimentation. Le fameux juste prix. Or, nous sommes dans une logique où depuis 20 ans, 30 ans, on explique que l'alimentation, ça vaut rien. Et quand on dit l'alimentation, ça vaut rien, on finit par avoir effectivement des agriculteurs qui souffrent. Qui sont dévalués, quoi. Qui se sentent dévalorisés, qui ne se sentent pas considérés. Et en plus, dont on stigmatise les méthodes. Parce que les agriculteurs ont répondu sur les 40 ou 60 dernières années à ce que, finalement, la commande publique, la société leur a demandé, celle de nourrir les populations et de les nourrir à un prix qui puisse permettre à tout le monde de consommer. Aujourd'hui, les choses changent et on l'a évoqué tout à l'heure sur la décarbonation, mais on pourrait le dire sur les transitions écologiques d'une manière générale. Mais la considération et la rémunération doivent aussi changer. Nous sommes arrivés à un point de rupture. Et c'est ça que les agriculteurs ne comprennent pas. C'est ça qui fait aujourd'hui la carence des vocations. Sophie Bussière, on le comprend bien ça, avec des problématiques. Nous avons là 3 cas de professions très concrètes qui vont vous dire, oui, vous nous demandez de nous serrer la ceinture, mais comment on fait pour être attractif ? Oui, on voit que c'est complexe, effectivement. Alors, sur la stigmatisation des agriculteurs, j'espère que ce ne sont pas les écologistes qui sont visés, parce que souvent, on l'entend, et vraiment, il y a, si c'est le cas, c'est qu'il y a des a priori et quelque chose qui a été peut-être loupé de notre part d'un point de vue de la communication, parce que nous avons le plus profond respect, et monsieur l'a dit, c'est le plus beau métier, le plus indispensable au monde, puisque ce sont celles et ceux qui nous nourrissent. Et si on regarde les conditions de travail de tout temps, elles sont difficiles. C'est là où il y a le plus de décès, en fait. Je regardais les chiffres récemment, parce que ici, dans ma région, il y a eu 2 décès sous les tracteurs récemment, là, il y a quelques jours d'agriculteurs. Et avec les marins-pêcheurs, c'est dans les 5 professions où il y a le plus de décès, il faut le savoir, donc très difficile. Et ces conditions de travail vont être accentuées par le bouleversement climatique. J'ai une pensée particulière. Le 20 juin dernier, le secteur du piment d'Espelette a été fortement touché par les inondations et grêles. Et certains ont vu en une journée, 1 an de travail complètement détruit, avec des indemnisations qui ne sont pas suffisantes. Il y a une cagnotte qui a été lancée, donc permettez-moi de citer cet exemple très récent, donc des conditions de travail qui vont être effectivement beaucoup plus dures vu les bouleversements, la sécheresse, la gestion de la ressource en eau, etc. Donc vraiment, il faut, je souhaite au nom de mon parti, vraiment apporter tout le soutien au secteur agricole, et il ne faut pas stigmatiser, il faut accompagner les personnes qui sont en conventionnel, par exemple. Il y a plein de solutions, mais on n'est pas là pour donner des leçons, certainement pas. Olivier Morin, on entend beaucoup, je vous rappelle que vous êtes éleveur de brebis, basco-béarnaise, donc. C'est beau, les brebis, j'adore comme animal. On entend beaucoup parler aussi donc, de cette attractivité, mais en fait, quid de la reconversion professionnelle ? On entend beaucoup aussi de gens des villes qui tout d'un coup s'improvisent, deviennent agriculteurs. Ça a été un phénomène de mode. Voilà. D'ailleurs, on s'est dit, nous, Judith, est-ce qu'on s'installe ? Voilà, c'est ce que vous en avez envie, en fait. Peut-être. Bon, alors, à part ça, Olivier Morin, est-ce que dans votre secteur, vous avez beaucoup de gens qui débarquent justement des villes pour devenir bergers ou éleveurs, etc. Est-ce que vous avez ce genre d'exemple autour de vous ?
Alors oui, effectivement, on a une spécificité, c'est que voilà, sur les systèmes transhumants, on est quand même aidé pour embaucher justement des salariés pour surveiller les troupeaux pendant l'été. Donc le fait d'être aidé facilite en fait l'embauche et donc l'accès à des salariés sur nos exploitations. Mais c'est vrai que malheureusement, j'ai envie de dire, ça fait des années et des années qu'on brasse beaucoup de gens qui arrivent de la ville, entre autres, mais pas que. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et on l'a vu, notamment, on a eu l'effet Covid, qu'on a encore, on est encore sur cette dynamique avec des gens qui veulent couper vraiment de la vie en ville et venir au grand air. Mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt parce que c'est vrai que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un fossé entre la vie citadine et la vie à la campagne. Et au-delà du travail en lui-même, c'est aussi des aspects. C'est les conditions de vie aussi, ouais. C'est des conditions de vie, c'est de la culture. Et tout ça, c'est vrai que aujourd'hui, alors ça nous occupe énormément. On passe énormément de temps avec nos associations d'éleveurs, avec tous les réseaux de chambres d'agriculture et tous ceux qui œuvrent, je dirais, pour travailler sur l'installation et la transmission. Mais c'est pas facile. Et c'est compliqué. Dominique Chargé voulait réagir très rapidement. Oui, je voulais juste ajouter, d'abord, on a aujourd'hui une réflexion sur un projet de loi ou en tout cas un pacte qui devrait travailler sur ces questions-là, autour des questions de formation, orientation, transmission, installation, et puis sans doute aussi dans l'accompagnement des transitions de transformation des modèles. Mais je voulais aussi ajouter que ça concerne l'agriculture, mais ça concerne aussi les entreprises qui fabriquent l'alimentation sur les territoires. Parce qu'on a le même problème. Aujourd'hui, dans nos entreprises, 190 000 salariés au niveau de la coopération agricole, il nous manque 10 000 emplois dans nos entreprises. Et donc, si nous n'avons pas de salariés dans nos entreprises, nous n'en n'auront pas besoin, j'allais dire, en agriculture et vice-versa. Donc c'est une interdépendance. Nous avançons grâce à vous, invités, qui nous faites découvrir vos activités. Les nouveaux régimes alimentaires dans un instant. Merci Olivier Morin de votre témoignage. Je rappelle que vous êtes éleveur de brebis basco-béarnaises. Ah oui, on le laisse avec les petites brebis. Merci pour votre témoignage. Allez, dans un instant, les nouveaux régimes alimentaires. Merci. À tout de suite. Le mercredi soir, nous allons nous familiariser donc avec ce nouveau rendez-vous, ceux qui entreprennent et ceux qui nous font réfléchir, parce que jusqu'à présent, nos discussions, Judith Belair, sont particulièrement constructives. Et comme on va parler de régime alimentaire, vous forcément. Vous parlez de discussion hors antenne, Frédéric non, mais à l'antenne aussi, à l'antenne, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors justement, il y a un vrai enjeu actuellement, et on le sait tous, c'est l'enjeu sanitaire, social, territorial de cette alimentation durable qui va faire en sorte que justement on puisse tous manger comme on a envie. Alors il y a les flexi, il y a les veggie, il y a les locavores. Voilà, il y a beaucoup de différents régimes. Vous savez ce que vous êtes déjà? Moi je ne sais pas. Là, moi je suis très flexi, moi j'aime tout. Donc voilà. Moi aussi. Voilà. Oui. Ok. Justement, donc sur ces nouveaux régimes, est-ce que ça influence, Dominique Chargé, la manière dont les agriculteurs produisent? Comment on fait pour s'adapter? Est-ce que c'est vraiment un enjeu aussi dans l'agriculture en général? Dominique Chargé, présidente de la coopération agricole. Et nous sommes aussi, je rappelle pour tout le monde, avec Yves Noireau qui est DG de la fonderie de Souglan, et puis Sophie Buissière qui est porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. On vous écoute, Dominique Chargé. Alors, ça influence évidemment les méthodes et la production agricole d'une manière générale, parce que les agriculteurs, les coopératives que je représente, leur objectif c'est de répondre aux attentes des consommateurs. Les attentes, elles sont multiples, et vous l'avez dit. Il y a des attentes en matière de produits, en matière de qualité gustative, de qualité sanitaire, de traçabilité des produits, et puis il y a des attentes sociétales de plus en plus qui sont sur les méthodes de production, et donc ça influence complètement aujourd'hui la transformation de notre modèle de production. Et à l'arrivée, c'est pas le même prix. Mais il y a surtout plusieurs phénomènes qu'il faut considérer. Le premier, je vais vous parler du bio, parce que finalement, c'est probablement ce que tout le monde a un peu collectivement, ou inconsciemment en tout cas, en mémoire. Le bio, il y a un très fort plébiscite de la part des citoyens d'une manière générale, des pouvoirs publics. Il y a une pression très forte pour produire le bio. Et puis, qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand l'inflation est arrivée? C'est que le bio a été déconsommé. Que finalement, tous les consommateurs ont descendu d'une classe de consommation, si je puis dire, pour être à peu près compréhensible. Je vous interromps, mais c'est devenu un réflexe, c'est-à-dire c'est bio, ça doit coûter plus cher, je vais à côté. C'est un peu ça. C'est probablement d'ailleurs la raison, c'est que ça l'est, mais parce que ça coûte aussi plus cher.
à produire. Ça coûte plus cher. Moi, je suis producteur de volailles label. Elles coûtent plus cher que des volailles conventionnelles. Lorsque nous faisons évoluer nos méthodes de production pour aller vers davantage de qualité, davantage de traçabilité, sur des méthodes qui utilisent moins d'intrants chimiques et qui vont respecter du bien-être animal, ça coûte évidemment plus cher. C'est tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la concurrence déloyale qu'on peut subir d'autres pays qui vont produire avec des méthodes auxquelles nous n'avons pas accès. Mais aujourd'hui, sur le bio, il y a une déconsommation, ce qui veut dire que nous avons des éleveurs qui se sont engagés dans la production bio sur les 5 à 10 dernières années et qui aujourd'hui ne peuvent pas produire parce que le marché n'est pas au rendez-vous. Donc évidemment que nous sommes engagés dans ces transformations et ces transitions, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons besoin de durabilité, d'engagement, que le consommateur soit aussi au rendez-vous des engagements qu'il prenne et des souhaits qu'il a. Et que nous mesurions bien ce que sont parfois les annonces des citoyens qui se laissent un petit peu, j'allais dire, influencés par un biais social, c'est-à-dire une volonté d'avoir un produit qui soit d'abord local, comme ils le disent, qui soit respectueux de l'environnement et puis qui soit évidemment à un prix abordable. Et puis finalement, quand ils consomment, le produit, il est d'abord pas cher, il est éventuellement importé et puis finalement, on est très peu, j'allais dire, vigilant sur les méthodes de production. Donc pour nous, c'est extrêmement important que la demande sociale et sociétale soit stable, qu'elle soit sûre et que nous puissions adapter nos méthodes avec un environnement politique solide aussi pour que ce soit encadré. Voilà. Yves Noireau, est-ce que c'est un enjeu pour vous d'ailleurs déjà comment mangent vos employés? Est-ce que votre cantine elle est bio? Est-ce que c'est un vrai enjeu dans votre entreprise qui est très RSE justement? C'est un vrai enjeu. Je pense que ça fait partie des réflexions que nous pourrons avoir, notamment l'évolution vers l'attribution de tickets restaurants. Mais en donnant des bons points. Des tickets restaurants sélectifs. Un peu de la même façon que le covoiturage. On est une PMI, on est une cinquantaine de personnes, mais peu importe le nombre de personnes, ce qui est important, c'est d'avoir en ligne de mire en permanence une vision à la fois citoyenne et qui soit adaptée à son époque. Pourquoi cette entreprise, elle a presque 5 siècles? Parce qu'elle a toujours su s'adapter à son époque et arriver aussi à se transformer et à absorber les événements. On vient de vivre depuis 2020 de nombreux événements, donc ça fait partie aussi, pour répondre à votre question, ça fait partie aussi des évolutions naturelles sur lesquelles on s'interroge et on interroge. Je précise aussi, que vous, Yves Noireau, vous n'avez pas 5 siècles, vous êtes beaucoup plus jeune, mais que c'est aussi une transmission de valeurs d'entreprise. Exactement. Si vous voulez, je pense que on est plus d'ailleurs dans nos entreprises, dans un passage de témoin, dans une transmission, même s'il y a le mot cession et vente, mais c'est quand même la notion d'assurer la pérennité de l'entreprise. Une entreprise séculaire et d'un savoir-faire impressionnant, je dois le dire. Sophie Bussière, je rappelle que donc vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. On entend beaucoup justement les écologistes parler de l'intensification de l'agriculture, qui parle de prix d'atteinte à la biodiversité, à la qualité des sols, qui érode lentement mais sûrement le capital productif agricole et qui compromettent en fait notre capacité future à produire. Est-ce que ça fait partie de votre discours, ça ? Oui, tout à fait, effectivement. Et d'ailleurs, en écoutant là, on s'aperçoit qu'il y a un système agricole qui est anormal, c'est-à-dire qu'on évoquait là la difficulté du secteur bio. Ce qui est anormal, c'est que les personnes qui produisent en bio doivent payer pour une certification, c'est beaucoup plus coûteux effectivement, mais aussi c'est que au final le produit est plus cher. C'est quand même anormal parce que au total l'agriculture conventionnelle coûte plus cher à la société. C'est beaucoup de pollution, c'est au-delà des effets climatiques que nous avons évoqués tout à l'heure et de l'atteinte à la biodiversité, aux conditions de vie futures. Ce sont aussi des problèmes de santé très graves. Je pense par exemple à l'élevage industriel, il faut absolument stopper l'élevage intensif. On voit actuellement, il y a d'ailleurs un film, les conséquences de l'élevage en Bretagne avec les algues vertes, et vraiment c'est une lanceuse d'alerte, une journaliste, Inès Léraud, qui a mis en lumière ces difficultés notamment. Donc ça doit être stoppé, ce n'est pas normal et on voit bien que ça coûte beaucoup plus cher ce système agricole-là à la société. Alors, quelle solution? Parce qu'on voit bien que c'est compliqué en fait. On ne peut pas dire aux ménages, ça repose sur vous. Parce que autrefois, la part dans le budget des ménages de l'alimentation était plus importante. Aujourd'hui, il y a le problème du logement. D'ailleurs, une petite parenthèse, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est très important sur l'attractivité des métiers agricoles. Il y a le problème du foncier. Pour s'installer, il y a peu de terres agricoles, elles disparaissent, c'est très compliqué. Et là, donc, on ne peut pas dire aux ménages qui peinent déjà... Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour ça, justement, sur le foncier? Qu'est-ce qu'on peut faire sur le foncier alors? Sur le foncier, c'est très compliqué. On y travaille beaucoup, notamment au Pays Basque, où il y a vraiment des difficultés encore plus tendues qu'ailleurs. Mais par contre, sur le système alimentaire, il y a un levier extraordinaire qui est la restauration collective.
Donc là, ça repose sur toutes les collectivités locales, que ce soit les mairies, départements, moi je suis conseillère régionale, c'est 300 lycées en Nouvelle-Aquitaine. Donc là, effectivement, c'est un levier très important pour donc soutenir les filières vertueuses, l'agriculture biologique notamment. Donc là, il y a des choses à faire très concrètement au niveau des collectivités locales. C'est d'ailleurs beaucoup s'emploient dans ce sens et il faut continuer et vraiment actionner ce levier. Bon, réaction de Dominique Chargé. L'idéal, ça serait que tout soit bio. Non, moi je constate simplement une chose. Parce que moi, je pense qu'il faut s'en tenir quand même à ce qui se passe. Lorsque l'inflation est arrivée, nous avons vu une déconsommation, c'est-à-dire une consommation qui n'est plus du tout au rendez-vous de ce que étaient les aspirations qu'on entendait par ailleurs et précédemment. Ça, il faut le dire. La deuxième... Donc ça, on peut espérer que ce soit temporaire. Et là, j'espère. La deuxième, et là, je suis assez d'accord avec ce que disait madame, c'est qu'il y a d'autres... comment dire, secteurs de consommation pour le budget des ménages, et la part de l'alimentation dans le budget des ménages, elle est passée de 30% il y a à peu près 40 ans à 13% aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a aussi un problème de considération de la valeur de l'alimentation. Et ce que nous devons faire tous ensemble, alors pour le coup, tous ceux qui seront volontaires pour le faire seront les bienvenus dans ce que moi j'essaie de faire, c'est de redonner la vraie valeur, le juste prix à l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le budget, il n'est pas extensible. Vous dites 13%, c'est très dangereux les 13%, parce que si le logement prend 70%, on ne va pas demander que ça prenne 15%, sinon ça explose, il n'y a plus d'argent. Ce dont je suis sûr, c'est que nous ne pourrons pas revenir. Vous savez qu'on a eu une augmentation des prix parce que nous avons eu une augmentation des coûts. Nous ne pourrons pas revenir à ce qu'était la valeur de l'alimentation avant les différentes crises que nous avons connues, parce qu'aujourd'hui, l'alimentation, avec les ruptures que nous sommes en train de vivre, va coûter plus cher à produire et doit être mieux rémunéré si on veut régler les problèmes de décarbonation, les problèmes de transition écologique et les problèmes d'attractivité du métier. Et faire en sorte qu'on ait des gens qui veuillent encore bien produire l'alimentation dont nous avons besoin. Alors justement là-dessus, sur cette alimentation dont on a besoin, il y a quand même 9 à 10 milliards d'êtres humains qui seront sur Terre en 2050. Et c'est censé continuer de progresser. Voilà, et ça va pas s'arrêter comme ça. Il paraît que ça va potentiellement redescendre derrière, mais bon, entre-temps, on va quand même monter. Voilà. Donc comment on fait sauf Monsieur Noireau qui vit plus de 480 ans. Donc on pose la question, quelle solution, Sophie Bussière ou vous d'ailleurs Dominique Chargé, quelle solution mettre en place pour pouvoir alimenter tous ces gens donc la population va augmenter absolument partout, en France y compris. Sophie Bussière, quelle solution dans ces cas-là? On ne peut plus, on est obligé de produire massivement. Alors non, en fait, ça c'est vraiment ce qui a été, c'est une idée reçue, et il y a beaucoup de rapports à tous les niveaux qui ont été effectués. On peut nourrir tout le monde de façon vertueuse. C'est vraiment, il faut déjà inverser cette idée reçue-là. Et en tout cas, on part du constat scientifique que le système agricole actuel, il est insoutenable. Il y a à la fois l'utilisation massive de pesticides, d'engrais de synthèse qui atteignent la biodiversité. Il y a un effondrement du vivant actuel. On le voit, et là les chiffres sortent, population d'insectes, d'oiseaux, etc. Donc il y a un véritable effondrement. Et sur le climat, nous en avons parlé tout à l'heure. Là, la trajectoire, on dépasse largement les plus 1,5 degrés des accords de Paris, et on voit un emballement. Donc ce système, c'est pas l'écologie, les Verts qui le dit seulement, c'est vraiment un fait scientifique. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Et il faut mettre fin aux idées reçues. On peut faire beaucoup mieux, de façon plus vertueuse, et nourrir tout le monde. C'est scientifique que s'il y a plus de personnes, il faut produire plus quand même. C'est mathématique. C'est une science aussi. On n'a pas parlé. Mais on peut produire vertueusement, c'est ça. Dominique. Je vais juste rajouter quelque chose de très important. Il commence à avoir des lois dessus. Tout un volet sur le gaspillage alimentaire. Ce sont des tonnes de nourriture chaque année jetées. Donc déjà, tout à l'heure on parlait de sobriété. Voilà, on parlait de sobriété. Il faut commencer par là. Le gaspillage alimentaire, on en fait quoi? Il y a vraiment déjà des choses, j'allais dire, de bon sens. Et là, la loi doit intervenir de façon. Et l'Union européenne vient de lancer une grande consultation sur la question d'ailleurs. Et je pense qu'on y reviendra cet été avec Judith dans Les Vraies Voix. Bien sûr. Dominique Chargé, très rapidement. Je partage l'idée du gaspillage alimentaire sur laquelle nous sommes tous mobilisés, parce que c'est effectivement un vecteur important de sobriété, parce que cette sobriété, on en a tous besoin. En revanche, dans les idées reçues, moi, je voudrais en ajouter une. C'est celle qui dit que pour produire mieux, pour produire durable, il faut absolument produire moins. Ben moi, c'est pas ce que je constate, et c'est pas ce que j'ai mis en place sur mon exploitation. C'est pas mon expérience. Mon expérience, c'est que j'ai pu faire évoluer mes méthodes de production vers des méthodes de production plus vertueuses, moins de pesticides, plus de bien-être animal, sans forcément produire moins. Donc moi, ce que je dis,
c'est qu'on doit continuer à produire en France parce qu'aujourd'hui, la France est importatrice nette de son alimentation. Elle est exportatrice de sa boisson. Nous sommes exportateurs de vins et spiritueux, qui sont une excellence, là aussi, qualitative française. Mais nous sommes importateurs. Ce que nous avons dans notre assiette est aujourd'hui en net importé, pour une partie. Et donc, nous devons produire plus parce que nous avons le devoir de participer à ce qu'on appelle les équilibres géopolitiques mondiaux, c'est-à-dire qu'une partie des populations, et notamment du versant sud de la Méditerranée, dépendent aussi de notre capacité à pouvoir leur apporter une partie de leur alimentation, parce que sinon c'est des flux migratoires. Donc il y a aussi d'autres questions qui viennent se greffer à cette question de l'alimentation de l'ensemble de la planète. Merci Dominique Chargé. Non, on est obligé, je suis désolée de laisser l'antenne. Pour quelques instants, chers auditeurs, on revient tout de suite avec les vraies voix qui entreprennent. Et Dominique Chargé, on continue dans la folie. On continue dans la foulée ou dans la folie? Dans la folie et la foulée. Allez, à tout de suite. Ça sera comme ça chaque mercredi soir de 19h à 20h. Les vraies voix se mureront en vraies voix qui entreprennent. Et depuis le début de cette émission, ceux qui entreprennent débattent. Et c'est particulièrement constructif, Judith. Oui, tout à fait. Il est temps aussi de passer à un sujet important, en l'occurrence pour vous, Yves Noireau, parce que vous venez de gagner un prix aussi. Je rappelle que vous êtes le premier prix du prix Étienne Marcel pour votre engagement RSE, justement sur cette stratégie RSE qui crée de la valeur durablement. Le but, c'est de la partager et de la faire en fait adopter par la majorité des entreprises françaises. Alors je refais un petit point pour les auditeurs quand même. Le RSE, c'est le sociétal. Le sociétal, c'est relations avec les clients, les fournisseurs et la société civile. L'environnemental, la lutte contre le changement climatique dont on vient de parler, la gestion des ressources, etc. Et le social, la lutte contre les discriminations, les conditions de travail, la gestion des emplois. Alors par exemple, première question, quid du statut des femmes dans votre entreprise, Yves Noireau? Ah tiens. Bah alors, fallait bien la poser. Bien sûr. Je voudrais juste en 30 secondes faire un point de connexion avec deux filières qui ont leurs problématiques, mais qui ont un point commun, c'est la souveraineté, c'est l'autosuffisance et c'est l'exportation. D'accord. Parce que si on veut continuer d'exister, effectivement, il ne faut pas chercher à faire moins, il faut chercher à faire différent. Oui, parce que vous êtes présent dans 14 pays. Donc je pense que c'est un point de connexion qu'on doit trouver dans toutes les filières. Bien sûr. Alors pour répondre à votre question, c'est un métier dans les ateliers notamment, puisque on a ce savoir-faire d'exception qui fait qu'on fabrique nos pièces à la main. Magnifique. On a aussi des machines automatiques, mais on fabrique les pièces à l'unité en petite et moyenne série. Donc, avec des gens formés précisément. Avec notre propre centre de formation. D'accord. Puisqu'on a créé notre centre de formation. C'est un peu comme des compagnons du devoir. Exactement. Voilà. Comme c'est un métier qui se pratique de moins en moins, à partir du moment où on a des personnes qui sont courageuses, qui ont un bon comportement et qui ont du talent pour évoluer, on les forme. Donc, pour revenir à votre question, les femmes de notre entreprise ont des postes clés. On a par exemple notre chargée de communication, qui est une femme, qui est venue d'ailleurs, puisque moi j'étais absent, le recevoir à votre qui est place. venue recevoir le prix. On a une personne qui a en charge, pour une grande partie, le commercial de l'entreprise, et une personne qui a en charge, pour partie le commercial, dans un autre secteur d'activité, puisque nous faisons aussi de la chaudronnerie et de la mécano-soudure, mais qui a aussi toute la partie comptabilité, gestion. D'accord. Donc, ce sont non pas des assistantes, mais au contraire, j'ai fait visiter ce matin, comme on le fait très souvent on est ouvert à la visite. Ça, c'est un des points d'attractivité énorme. Venez nous voir, vous verrez. Venez nous voir, venez nous voir. Et on pratique beaucoup écoute, tu pourras dire, c'est moi qui l'ai fait. Moi qui l'ai fait. Donc on a, pour les femmes en particulier, on pratique énormément le télétravail. C'est-à-dire qu'on a une pratique, et bien avant le Covid, pour notamment des collaboratrices qui sont à 40-50 km de l'entreprise et qu'elles puissent notamment, avec une flexibilité en plus
du télétravail, qu'elle puisse notamment pas travailler le mercredi. Pour s'occuper des enfants. Sophie Bussière, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. C'est une question clé en fait, comment vivre l'entreprise? Parce que à chaque fois qu'on parle de recrutement professionnel, de production, de coûts de déplacement, etc., il y a une prise en considération des obligations de la vie moderne. Vous demandez, vous, Europe Écologie, aux entreprises de s'investir dans la partie sociétale, les crèches par exemple, pour mettre à disposition pour les enfants. Oui, bien sûr, tout à fait. Et la RSE en général, ce qui vient d'être indiqué là, c'est intéressant, cette vieille entreprise qui évolue avec le temps, où on voit qu'il y a quand même des candidatures spontanées, donc une volonté d'intégrer cette entreprise et un sens au travail. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir réfléchir collectivement au sens du travail. Pour nous, ce qui est bien évidemment important, il y a tout le volet environnemental des entreprises. Donc là, il y a pas mal de choses à faire, des choses très concrètes. C'est d'ailleurs... Beaucoup de PME le font de plus en plus. Par exemple, tous les salariés qui viennent en voiture au travail, tout seuls dans leur voiture, c'est à la fois bien sûr catastrophique pour l'environnement, pour la pollution. C'est aussi, on l'a dit tout à l'heure, donc quand on parlait du budget des familles avec le logement, on a oublié aussi de dire, et au détriment d'alimentation, le budget transport qui est conséquent. Voilà, tout à fait. De l'essence, etc. Donc pour les entreprises, il y a effectivement par exemple des choses très concrètes à mettre en place pour les salariés, ce qui est bon pour le portefeuille des ménages, c'est bon pour l'environnement. Voilà des choses concrètes de ce type. Mais évidemment, l'égalité femmes-hommes, merci d'avoir posé la question. Il y a beaucoup à faire au niveau des postes à responsabilité pour les femmes dans toutes les entreprises également. Ça, c'est certain. Concernant l'agriculture, quand même, Dominique Chargé, on constate que le degré d'implication des petites sociétés, des toutes petites TPE ou des artisans est forcément moins grand que pour les plus grosses entreprises. Et ce qu'on relève aussi, c'est que ça dépend aussi de l'investissement du dirigeant aussi, c'est-à-dire de la volonté du dirigeant de mettre en place ce RSE de manière pérenne, quoi. En ce qui concerne les coopératives, les dirigeants, ce sont les agriculteurs. Et je vais juste vous expliquer ce qu'est une coopérative, parce que nous n'avons pas 500 ans ou 480 ans d'histoire. Oui. Les coopératives sont nées des lois de 1884. En revanche, ce que nous sommes, des agriculteurs eux-mêmes. Nous sommes des entreprises de territoire, de femmes et d'hommes des territoires, qui sont les agriculteurs. Souvent, on travaille en couple d'ailleurs. Voilà ce qu'on appelle l'exploitation familiale, même si le modèle peut évoluer. En tout cas, l'idée, c'est que l'entreprise, cette coopérative, est un outil du collectif du territoire et qui doit rester un outil à disposition de l'économie et de sa fonction sociale sur un territoire. Et ce que je dis, et qui est vrai, c'est que cette entreprise, elle n'est pas à nous. Elle n'est pas à nous. Nous l'avons hérité de nos prédécesseurs et nous l'avons emprunté à nos successeurs. Nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que cette entreprise collective, elle reste dans une dynamique de territoire, qu'elle permette à ce territoire, finalement, de s'adapter à ce que sont les conditions de son époque. Et c'est ce que nous faisons, en étant, évidemment, axés sur la souveraineté alimentaire, sur les transitions écologiques, sur le renouvellement des générations. Et concernant le social, le volet social de la RSE, il y a quelque chose qui en fait, l'accompagnement de ceux qui travaillent avec vous pour un bien-être, un bien-vivre, qui va rejaillir sur vos performances. Et la coopération agricole vient de terminer un cycle de 6 rencontres à l'échelle de l'ensemble des territoires français avec des jeunes de 15 à 25 ans, étudiants, citoyens d'une manière générale, et des jeunes plus engagés dans nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ce qu'ils nous ont fait passer comme message est très clair sur ce plan-là. Ils veulent aujourd'hui pouvoir bénéficier d'un emploi qui soit un emploi cohérent avec leur engagement de vie d'une manière générale et utile à la société. Et ça, il faut que nous puissions nous faire évoluer nos emplois, la façon dont on recrute, la façon dont on organise le travail, dont on dispense quelque part les différentes tâches dans nos métiers pour rendre nos fonctions, nos métiers attractifs, pour que les jeunes y trouvent le sens qu'ils cherchent aujourd'hui au sens de leur vie en général. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler maintenant, parce qu'on a pris un engagement aujourd'hui de les revoir et de travailler à la fois avec eux pour savoir préciser un peu ce qu'ils veulent, peut-être recaler un certain nombre de messages, parce qu'on a quand même constaté un certain nombre de décalages. Mais je veux surtout qu'on puisse se comprendre, rétablir cette conscience, cette confiance et ce dialogue, et pouvoir faire en sorte que ces jeunes se réintéressent à nouveau à nos métiers de l'agriculture, à nos métiers de l'agroalimentaire, parce que c'est indispensable, ce sont des métiers indispensables à notre vie et à la nation. Un sens, on l'a bien compris, un sens, mais aussi que ce travail ne soit pas non plus énergivore. Il y a une vie à côté. Et ça, Yves Noireau, il faut aussi l'avoir en tête. Vous parliez de la semaine des 4 jours. Oui.
Justement, c'est bien dans réponse. le micro, Yves. Oui, oui. Justement, c'est une réponse. Et encore un autre point de connexion. On est une entreprise du territoire. On a en projet, et c'est complètement dans la continuité du prix Étienne Marcel, de créer un site industriel remarquable. Pourquoi ? François Ier, 1543, un centre de formation. C'est nous qui avons inventé la machine à émailler. On était génial. concurrents à Godin. Et cette machine à émailler, Les cheminées, Godin. elle a obtenu le premier prix à l'Expo universelle de 1900. Ah, c'est génial. Okay, ouais. On a une compétence, une connaissance, une expertise. On veut faire un lab, et on a tout pour le faire. Donc ce site industriel remarquable, on est à la limite de la frontière belge. Je peux vous dire que l'objectif, c'est d'attirer des visiteurs. On est ouvert aux visites, puisqu'on a aussi ce label France Savoir-Faire d'Excellence. On est labellisé EPV. Oui, entreprise du patrimoine vivant. Hermès, Lalique et d'autres. Bien vu, je l'avais pas. Mais aussi, vitrine industrie du futur. On a été la 37e en France. Quels sont les autres ? Airbus, Safran, la TCOR. Donc, si vous voulez, on a une valeur très importante et que l'on doit faire visiter et on doit valoriser ce territoire. Écoutez, cet échange est passionnant, mais hélas, on va devoir rendre l'antenne, chers invités. Oui. C'est toujours le problème, le temps. Hein. Ouais, on voudrait rester un peu plus. Avec tout cas, le temps, tout s'en va. Voilà. On vous remercie, Dominique Chargé. Je rappelle que vous êtes président de la coopération agricole. Yves Noireau, vous êtes directeur général de la fonderie de Souglan et gagnant du prix Étienne Marcel pour son engagement. Sophie Bussière, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, dont on a entendu le message d'ouverture vers l'agriculture. Suite au prochain épisode. Il y a des connexions, on l'entend. Voilà, merci à tous. Et puis tout de suite, on retrouve l'ami Yvan Cugius, rediffusion du Love Music avec Maxime Le Forestier. Merci à vous, Maxime Le Forestier. Merci à tous, bonne soirée, à demain.